Kevin, après toutes ces années passées à prendre soin de ta mère, tu pensais vraiment qu'elle te laisserait quelque chose? Richard rit en ajustant sa cravate Hermès dans le miroir de la salle d'attente du cabinet d'avocats Thomson et Associates. Elle m'a dit en personne que tu ne méritais pas un centime. J'étais assis en silence, observant mon beau-père de 62 ans répéter sa performance victorieuse des 7 dernières années de mariage avec ma mère. À côté de lui, sa fille Jessica pianotait sur son téléphone portable pour planifier ses prochains achats, tandis que son fils Tyler recherchait déjà des voitures de sport sur l'iPad. « Je vais d'abord m'acheter la BMW dont j'ai toujours rêvé », annonça Tyler avec toute l'arrogance de ses 16 ans. « Ensuite, peut-être une maison sur la plage pour les fêtes de la fac. Je pense à un voyage en Europe », ajouta Jessica, ses 24 années d'expérience dans l'art de dépenser l'argent des autres brillant dans ses yeux. « J'ai toujours rêvé de vivre à Paris pendant quelques mois. » Richard souriait avec une fierté paternelle en caressant l'alliance qui brillait encore à son doigt, la même bague qu'il avait mise au doigt de ma mère 3 mois seulement avant qu'elle ne découvre qu'elle était en phase terminale. « Je m'appelle Kevin, j'ai 32 ans, et je viens de voir ma famille adoptive célébrer la mort de la femme qui m'a élevé seul pendant 28 ans avant de commettre l'erreur de retomber amoureuse. » Le bureau sentait le bois de mahogany verni et les attentes cupides. J'ai répondu en vérifiant mes emails, faisant semblant d'être absorbé par mon travail pendant que Richard poursuivait son monologue bien rodé sur la façon dont ma mère avait enfin vu la vérité à mon sujet. « Elle a compris que tu ne t'es jamais vraiment soucié d'elle, » a-t-il dit, la voix chargée d'une satisfaction venimeuse. « Toujours trop occupé par ta carrière d'ingénieur pour lui rendre visite comme il se doit. Trop égoïste pour comprendre qu'elle avait besoin d'une vraie famille ces dernières années. » J'ai ravalé l'ironie amère. Richard oubliait commodément les visites qu'il accidentellement planifiait pendant mes heures de congé, les messages qui ne m'étaient jamais parvenus, les fois où il avait changé les rendez-vous chez le médecin sans m'en informer. La secrétaire apparut à la porte. « Monsieur Thomson est prêt à vous recevoir. » Nous avons marché en procession dans le couloir de marbre, Richard en tête comme un général conquérant, Jessica et Tyler le flanquant comme des lieutenants loyaux, et moi suivant derrière comme le prisonnier de guerre qui allait être exécuté publiquement. James Thomson nous attendait derrière son bureau en bois, un épais dossier ouvert devant lui. Nos regards se croisèrent un instant, et je perçus quelque chose d'étrange dans son expression. Un mélange de professionnalisme et de quelque chose qui ressemblait presque à un amusement contenu. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit-il en nous invitant à prendre place sur les chaises en cuir. « Je vous offre du café, de l'eau? Cela pourrait prendre un certain temps. »« Allons droit au but », dit Richard en s'installant dans le fauteuil central comme s'il s'agissait d'un trône. Margaret et moi avons tout vérifié minutieusement avant son départ. Je suis sûr que tout est très clair. Tyler et Jessica se regardèrent avec des sourires complices. Je gardais une expression neutre, mais à l'intérieur, je ressentais un calme étrange, le même calme que je ressentais lors de projets d'ingénierie complexes, lorsque toutes les variables s'alignaient enfin. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements familiaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette lecture de testament allait se transformer en quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais imaginé. Monsieur Thomson s'éclaircit la gorge et ouvrit le document officiel. Ses prochains mots allaient tout changer, mais pas comme Richard l'avait imaginé. « Très bien », commença Monsieur Thomson en ajustant ses lunettes tout en feuilletant les documents. « Avant de procéder à la lecture officielle du testament de Margaret Morrison, daté d'il y a 3 ans, je dois clarifier certains détails concernant la succession. » Richard se pencha en avant, les yeux brillants d'une cupidité mal dissimulée. Comme je l'ai dit, James, Margaret et moi avons longuement discuté de ses dernières volontés. Elle était très claire sur ses intentions. Papa disait toujours que maman avait enfin compris qui tenait vraiment à elle, ajouta Jessica en me jetant un regard méprisant. Kevin ne venait presque jamais ici ces dernières années. Tyler acquiesça, toujours occupé avec son iPad. C'est vrai. Il avait toujours une excuse, des réunions de travail, des projets urgents, des voyages d'affaires. Maman était triste, mais papa la consolait toujours. Je me mordis la langue, me souvenant des nombreuses fois où j'étais arrivé à l'hôpital pour découvrir que Richard avait changé les heures de visite sans me prévenir. Des messages qui n'arrivaient jamais sur mon téléphone portable concernant des changements de médicaments ou des rendez-vous médicaux. Des fois où il oubliait de me parler d'importantes réunions de famille. Kevin était vraiment très égoïste, a poursuivi Richard, la voix chargée d'une fausse tristesse. Margaret pleurait souvent après lui avoir parlé au téléphone. Il semblait toujours irrité, pressé, comme si s'occuper de sa propre mère était un fardeau. L'ironie était amère. Je me souvenais parfaitement de ses appels téléphoniques, lorsque Richard lui prenait le téléphone des mains au milieu de nos conversations, prétextant qu'elle était trop fatiguée pour continuer à parler. Ou lorsqu'il débranchait mon téléphone portable dans sa chambre pendant mes visites, affirmant que les appareils électroniques perturbaient son repos.
Elle m'a même dit une fois, poursuivit Richard avec un soupir dramatique, que Kevin attendait peut-être juste qu'elle meure pour pouvoir vendre la maison et prendre l'argent. Imaginez la douleur d'une mère qui réalise cela à propos de son propre fils. Jessica hocha la tête avec une compassion feinte. C'est horrible. Heureusement qu'elle avait nous pour prendre soin d'elle dans ces derniers moments. Tyler marmonna quelque chose à propos des gens qui ne s'intéressent qu'à l'argent, tout en calculant mentalement son futur argent de poche. Monsieur Thompson observait cette scène avec une expression de plus en plus étrange. Il s'éclaircit délicatement la gorge. Monsieur Morrison, avant de poursuivre, j'aimerais savoir quand exactement Madame Morrison a exprimé ses préoccupations au sujet de Kevin? Constamment, répondit Richard sans hésiter. Surtout ces 2 dernières années, quand elle était plus malade. Kevin lui rendait rarement visite, et quand il venait, il semblait distant, regardait sans cesse sa montre, impatient de partir. Je me suis souvenu des véritables raisons de cette distance. Comment Richard planifiait toujours des engagements familiaux, exactement pendant mes heures de congé. Comment il changeait ses médicaments les jours où je venais lui rendre visite, la rendant somnolente et confuse. Comment il interceptait mes appels, disant que je perturbais son traitement. Et les soins médicaux? Demanda M. Thompson en feuilletant quelques pages. Qui prenait les décisions concernant le traitement? Moi, bien sûr, répondit Richard en lissant fièrement sa cravate. En tant que mari, j'avais une procuration médicale complète. Kevin n'a jamais montré le moindre intérêt pour ces décisions difficiles. Il est intéressant de noter qu'il a omis de mentionner qu'il avait obtenu cette procuration 3 jours après le diagnostic de cancer de ma mère, alors qu'elle était encore sous le choc de la nouvelle. Ou qu'il avait oublié de m'informer de réunions cruciales avec des oncologues, s'assurant ainsi d'être le seul présent pour prendre les décisions médicales. Papa était un ange, a déclaré Jessica en touchant affectueusement le bras de Richard. Il s'est tellement sacrifié pour prendre soin d'elle. Il a abandonné ses propres projets de retraite, dépensé ses économies dans des traitements expérimentaux. Kevin n'a jamais offert d'aide financière, ni émotionnelle. Tyler acquiesça vigoureusement. C'est vrai. Papa disait toujours qu'il se sentait seul, qu'il portait tout ce poids tout seul pendant que Kevin vivait sa vie comme si de rien n'était. Le fardeau que Richard portait comprenait l'annulation de mes prélèvements automatiques pour son traitement, le détournement de cet argent vers des investissements personnels. Il comprenait le fait d'oublier de renouveler mon accès en tant que contact d'urgence dans les hôpitaux. Il comprenait une campagne systématique visant à me faire passer pour un fils ingrat, tandis qu'il se présentait comme le sauveur dévoué. Et qu'en est-il du patrimoine lui-même? Demanda M. Thompson, d'une voix presque amusée. Êtes-vous au courant de tous les actifs de Madame Morrison? Richard acquiesça avec une confiance excessive. Bien sûr. La maison principale vaut environ 800 000 $, plus la maison de vacances au bord du lac qui vaut 300 000 $. Les investissements s'élevaient à environ 1,2 million de dollars lors du dernier contrôle. Margaret et moi avons tout vérifié minutieusement. Et Kevin était au courant de ces montants? Demanda M. Thompson en me regardant directement pour la première fois. Richard rit avant que je puisse répondre. Kevin ne s'est jamais intéressé aux aspects financiers. Il a toujours été très, détaché des questions matérielles de la famille. Détaché était une façon intéressante de décrire comment Richard m'avait systématiquement exclu de toutes les conversations financières, intercepté le courrier bancaire qui m'était adressé et veillé à ce que je ne sois jamais au courant des véritables actifs familiaux. Jessica poussa un soupir dramatique. C'est triste, vraiment. Une famille qui aurait pu être unie, mais Kevin a choisi de s'éloigner. Au moins, maman nous avait pour ces derniers moments. Les derniers moments auxquels elle faisait référence comprenaient les 6 dernières semaines, lorsque Richard avait changé les codes d'accès à l'hôpital, invoquant des raisons de sécurité. Lorsqu'il avait informé le personnel médical que je causais un stress inutile à la patiente. Lorsqu'il s'était assuré que je n'apprenne son décès que 3 heures après, par un SMS glacial. M. Thompson a fermé un dossier et en a ouvert un autre, plus grand. Bon, je pense qu'il est temps de procéder à la lecture officielle. Mais avant cela, je dois vous demander si quelqu'un a des doutes quant à la validité ou à l'authenticité de ce document. Aucun, a immédiatement déclaré Richard. Comme je l'ai dit, Margaret et moi avons discuté de tout dans les moindres détails. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose dans le sourire de M. Thompson. Ce n'était pas seulement de la joie professionnelle contenue. C'était l'expression de quelqu'un qui s'apprêtait à voir justice être rendue d'une manière particulièrement satisfaisante. Et tandis que Richard ajustait sa cravate une dernière fois, se préparant à sa victoire annoncée, j'ai gardé une expression neutre, sachant exactement ce qui allait se passer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ma mère avait été bien plus maligne que quiconque ne l'aurait imaginé.
Parfait, dit Richard en se frottant les mains avec une satisfaction à peine dissimulée. Nous pouvons donc procéder à la lecture officielle. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de surprise. Monsieur Thompson ouvrit le document avec une expression que je reconnaissais désormais comme de l'amusement contenu. Très bien. Moi, Margaret Morrison, étant saine d'esprit et de corps, déclare par la présente mon dernier testament et mes dernières volontés, révoquant tous les testaments précédents. Passez directement aux parties importantes, l'interrompit Richard avec impatience. Nous savons tous comment ces choses fonctionnent. Jessica et Tyler échangèrent des sourires complices, imaginant déjà leurs futurs achats. Tyler avait cessé de feindre l'intérêt pour l'iPad et était désormais tout oui, tandis que Jessica photographiait discrètement l'intérieur du bureau pour poster les photos sur les réseaux sociaux. Bien sûr, poursuivit M. Thompson. À ma chère famille. Tu as vu ? Murmura Richard assez fort pour que je l'entende. Elle a toujours été claire sur qui elle considérait comme sa vraie famille. Ces mots me touchèrent plus profondément que je ne m'y attendais. Pendant des années, Richard avait semé le doute dans l'esprit de ma mère. De petites remarques sur le fait que j'étais toujours trop occupé pour lui rendre visite comme il se devait. Des remarques sur le fait que certains enfants ne viennent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. L'ironie, c'est que j'avais rendu visite à ma mère 2 fois par semaine pendant toute la durée de son traitement contre le cancer, du moins jusqu'à ce que Richard commence à oublier de m'informer des changements d'horaire de visite ou à confondre les jours de rendez-vous médicaux. Je lègue à mon cher mari Richard Morrison. Continua M. Thompson. Enfin, murmura Tyler, calculant déjà mentalement sa part d'héritage. La somme de $500. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il n'avait pas bien compris les mots. « Excusez-moi, dit-il lentement. Vous avez dit 500 000. $500, répéta clairement M. Thompson. Et à mes chères belles-filles Jessica et Tyler Morrison, je lègue la somme de $250 chacune. Jessica laissa tomber son téléphone portable sur le sol dans un bruit assourdissant. Tyler devint blanc comme un linge, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson hors de l'eau. « C'est impossible !» s'écria Richard en se levant si brusquement de sa chaise qu'elle faillit se renverser. « Margaret et moi avons tout vérifié. Elle m'a dit personnellement que Kevin n'aurait rien. »« Rien. Et le reste de l'héritage ?» demanda Jessica d'une voix stridente. « La maison, les investissements, tout le reste ?» Monsieur Thompson tourna quelques pages. Tout le reste, y compris la résidence principale, la maison au bord du lac, tous les investissements, les comptes bancaires et les biens personnels, je le lègue à mon fils unique, Kevin Morrison. Le son qui sortit de la gorge de Richard était presque animal. Il agrippa le bord de la table en acajou, si fort que ses jointures blanchirent. « C'est une fraude !» cria-t-il. Margaret était sous médicaments. Elle n'était pas dans son état normal. Kevin a manipulé une femme malade et vulnérable. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a finalement cédé. Pas de tristesse ou de douleur, mais d'une colère froide et calculée qui grandissait silencieusement depuis des années. Richard avait passé 5 ans à détruire systématiquement ma relation avec ma mère. 5 ans à semer des mensonges, à intercepter des appels téléphoniques, à modifier des rendez-vous médicaux et à me faire passer pour un fils ingrat et cupide. 5 ans à regarder ma mère dépérir physiquement pendant qu'il la convainquait que je ne tenais pas à elle. 5 ans à jouer le mari dévoué tout en l'isolant systématiquement de toute personne susceptible de remettre en question ses motivations. Et maintenant, même après sa mort, il continuait de m'attaquer, détruisant sa mémoire avec des accusations de manipulation et de fraude. Kevin, Richard s'est tourné vers moi, les yeux injectés de rage. Tu pensais vraiment que tu t'en tirerais comme ça ? Tu as manipulé ta propre mère mourante. Vraiment ? Répondis-je calmement, ma voix maîtrisée malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Et comment ai-je fait cela, Richard ? Tu, balbutia-t-il, cherchant ses mots. Tu as profité de son état mental. De ses médicaments. Tu as attendu qu'elle soit confuse et vulnérable. Jessica acquiesça vigoureusement. C'est vrai. Maman était toujours somnolente et confuse ces derniers mois. Kevin a dû profiter de ça. Tyler retrouva sa voix. Ça doit être illégal. Tu ne peux pas simplement voler notre héritage. Votre héritage. La question sortit plus acérée que je ne l'aurais voulu. Choix de mots intéressants. Tyler. Tu as 26 ans et tu n'as jamais travaillé de ta vie. Jessica a 24 ans et dépense plus en une semaine que beaucoup de gens gagnent en un mois. Et Richard. Je me tournai vers mon beau-père avec un regard qui le fit reculer légèrement. Richard a épousé ma mère 3 mois avant qu'on lui diagnostique un cancer. Comme c'est pratique. Comment oses-tu ?
cracha Richard. J'aimais Margaret. Je me suis occupé d'elle. Tu t'es occupé d'elle. Je me levai lentement, sentant des années de colère refoulées enfin trouver leur voie. Tu veux parler de t'occuper, Richard? Monsieur Thompson s'éclaircit délicatement la gorge. Vous feriez mieux de vous calmer. Non, dis-je, ma voix gagnant en force. Laisse-le parler de soins. Laisse-le expliquer pourquoi ma mère est morte en croyant que son fils unique ne se souciait pas d'elle. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Pendant 5 ans, j'avais ravalé chaque humiliation, chaque mensonge, chaque manipulation, parce que je ne voulais pas causer plus de stress à ma mère malade. Pendant 5 ans, j'avais laissé Richard contrôler le récit, me faisant passer pour le méchant tandis qu'il jouait le rôle du héros. Mais maintenant, elle était partie. Et Richard essayait de détruire même sa mémoire avec ses mensonges. L'heure de la vérité avait sonné. Et tandis que Richard continuait à crier à la fraude et à la manipulation, je restais parfaitement calme, car je savais exactement ce qui allait se passer. Ce que Richard ignorait, c'est que ma mère avait été bien plus intelligente qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et bien plus prudente. Tu veux parler de manipulation, Richard? Dis-je, ma voix couvrant ses cris hystériques. Parlons plutôt de la façon dont tu as systématiquement isolé ma mère de tous ses amis et de toute sa famille pendant 5 ans. Richard a brusquement cessé de crier, les yeux plissés. De quoi parles-tu? Je parle, ai-je poursuivi calmement, de la façon dont tu annulais mes visites sans me prévenir. De la façon dont tu changeais ces médicaments les jours où je venais, pour qu'elles soient somnolentes et confuses. De la façon dont tu interceptes mes appels et lui disais ensuite que j'étais trop occupé pour parler. Jessica et Tyler se regardèrent nerveusement. Pour la première fois depuis que je les connaissais, ils semblaient sincèrement confus. Monsieur Thompson s'éclaircit délicatement la gorge. Monsieur Morrison, vous serez peut-être intéressé de savoir que Margaret m'a contacté pour la première fois il y a exactement 2 ans. Elle était préoccupée par certaines incohérences qu'elle avait remarquées. Quelles incohérences? Demanda Richard, sa voix perdant un peu de son ton fanfaron. Eh bien, dit Monsieur Thompson en ouvrant un autre dossier, elle a mentionné que Kevin ne recevait jamais ses SMS. Elle trouvait cela étrange, étant donné qu'elle voyait les confirmations de réception sur son téléphone. Je vis le visage de Richard pâlir légèrement. Bien sûr qu'il les recevait. C'est Kevin qui choisissait de ne pas répondre. Intéressant, dis-je en sortant mon téléphone de ma poche. Parce que j'ai ici 14 mois de relevés téléphoniques qui prouvent exactement le contraire. Vous voulez voir la preuve que vous avez bloqué mon numéro sur son téléphone? Le silence qui suivit fut absolu. Tyler cessa de toucher l'iPad. Jessica cessa de faire semblant de ne pas prêter attention. Ce n'est pas possible, balbutia Richard. Margaret ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Bien sûr que non, répondis-je. Parce que tu l'avais convaincue que je ne m'intéressais pas à elle. Que j'étais trop occupé par ma vie pour l'appeler. Mais tu sais ce qui est intéressant chez les ingénieurs, Richard? Nous aimons documenter les problèmes techniques. J'ai ouvert un autre écran sur mon téléphone. Voici les captures d'écran de tous les cadeaux que je lui ai envoyés au cours des 5 dernières années. Des fleurs pour son anniversaire, des cartes pour la fête des mères, des paniers de fruits pendant son traitement. Tous renvoyés à l'expéditeur avec la mention « adresse incorrecte ». A commencé Jessica, la voix hésitante pour la première fois. Et ici, ai-je continué, sans laisser le temps à Richard de se ressaisir, voici les relevés bancaires montrant les dépôts mensuels de 3 000 $ que j'ai effectués pour aider à payer son traitement médical. De l'argent qui, curieusement, a été transféré sur un compte d'investissement à son nom le jour même de chaque dépôt. Richard ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Je l'investissais pour elle. Pour lui assurer un avenir meilleur. Un avenir meilleur? Riais-je sans humour. Tu veux dire comme cette nouvelle voiture de sport que tu as achetée le mois dernier? Ou comme la chirurgie plastique de Jessica, financée avec l'argent destiné à la chimiothérapie? Tyler a finalement retrouvé sa voix. Kevin, tu dois comprendre, nous ne savions pas. Vous ne saviez pas. Je me suis tourné vers lui. Vous ne saviez pas que vous dépensiez l'argent que je vous envoyais pour aider à payer les soins médicaux de ma mère? Intéressant, parce que j'ai ici les relevés bancaires qui montrent que vous avez utilisé cet argent pour payer vos dettes de poker en ligne. Monsieur Thompson observait cette révélation avec un intérêt professionnel. Kevin, voudrais-tu nous raconter quand ta mère t'a fait part de ses soupçons pour la première fois? Bien sûr, ai-je répondu, sentant des années de colère refoulées enfin trouver leur voie. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale, abonnez-vous à la chaîne, car les prochaines révélations vont montrer à quel point ma mère était bien plus intelligente que tout le monde ne le pensait.
C'était il y a 2 ans, quand Richard a oublié de me prévenir du rendez-vous avec l'oncologue. Maman m'a appelé en pleurs, me demandant pourquoi je ne m'étais pas présenté à un rendez-vous aussi important. Mais je lui ai dit que tu étais en déplacement professionnel, protesta Richard. C'est drôle, ai-je répondu, parce que ce jour-là, j'étais au bureau, à 15 minutes de l'hôpital. Quand j'ai découvert ce qui s'était passé, j'ai commencé à vérifier certaines choses. C'est là que j'ai découvert le premier blocage sur son téléphone. Monsieur Thompson acquiesça. C'est alors que Margaret m'a appelé pour la première fois. Elle commençait à se rendre compte que quelque chose clochait. Maman a toujours été intelligente, ai-je poursuivi. Il ne lui a fallu que quelques semaines pour commencer à relier les points. Les messages qui n'arrivaient jamais, les cadeaux qui n'apparaissaient jamais, l'argent qui disparaissait mystérieusement des comptes. Richard a tenté un dernier coup. Même si c'est vrai, elle n'aurait jamais changé son testament sans m'en parler. C'est alors que M. Thompson a souri pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la pièce. Ah, mais M. Morrison, le testament n'a pas été modifié. Quoi? On dit Richard, Jessica et Tyler presque à l'unisson. Le testament que je viens de lire a été rédigé il y a 3 ans, exactement comme je l'ai dit. Avant même que M. Morrison n'épouse Margaret. Le visage de Richard devint rouge. C'est impossible. Margaret et moi avons révisé le testament après notre mariage. Vous avez révisé un testament, corrigea gentiment M. Thompson. Un document que Margaret m'avait spécifiquement demandé de préparer comme, disons, une distraction. Je me suis enfin permis de sourire. Maman a toujours dit que tu étais cupide, Richard, mais elle n'aurait jamais imaginé à quel point tu étais stupide. Tu pensais vraiment qu'une femme qui a bâti un empire immobilier toute seule serait facile à manipuler? Alors, tout ce temps, murmura Jessica. Tout ce temps, ai-je confirmé, vous avez dépensé de l'argent qui ne vous appartenait pas, vous avez vécu dans une maison qui ne vous appartenait pas, vous avez conduit des voitures qui ne vous appartenaient pas. Et le meilleur dans tout ça, vous avez documenté chaque centime dépensé, chaque achat futile, chaque manifestation de cupidité. Richard tremblait maintenant visiblement. Non, ce n'est pas possible. Vous voulez plus de vérité? Demandai-je en sortant un autre document de mon dossier. Voici le rapport complet du détective privé que maman a engagé il y a 18 mois. Il semble que vous ayez un schéma intéressant, Richard. Votre première femme est également décédée de manière très opportune après vous avoir signé une procuration médicale. Le silence dans la pièce était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Monsieur Thompson se pencha en avant. Kevin, aimeriez-vous partager ce que votre mère a découvert sur le passé de Monsieur Morrison? Avec plaisir, répondis-je, sentant une froide satisfaction envahir ma poitrine. Il semble que la première Madame Morrison soit morte d'une overdose accidentelle, de médicaments 6 mois seulement après avoir signé une procuration donnant à Richard le contrôle total de ses finances. Richard se leva si vite qu'il renversa sa chaise. Cela a fait l'objet d'une enquête. Ils n'ont jamais rien prouvé. Non, ai-je acquiescé. Mais maman a été plus maligne que la première épouse. Elle a tout documenté. Chaque changement de médication non autorisé, chaque fois que vous avez modifié les instructions médicales sans consulter les médecins, chaque tentative de l'isoler des soins appropriés. Tyler était maintenant visiblement pâle. « Papa, tu n'aurais pas fait ça, n'est-ce pas ?» La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. Et tandis que Richard luttait pour trouver ses mots, je sus que le moment de toute la vérité était enfin arrivé. Car ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que ma mère n'avait pas seulement découvert le plan de Richard. Elle avait tendu un piège qui était sur le point de se refermer complètement. « Il n'y a jamais eu aucune preuve !» cria Richard, mais sa voix avait perdu toute son autorité. « Vous inventez tout ça. »« Inventer ?» riais-je, laissant enfin des années de colère refoulées briller dans mes yeux. « Monsieur Thompson, voulez-vous leur montrer ce que maman a vraiment laissé ?» L'avocat ouvrit un 3e dossier, encore plus épais que les précédents. « Kevin, votre mère était extrêmement méticuleuse. Elle m'a contacté pour la première fois il y a exactement 24 mois, 3 mois après le mariage. »« C'est impossible, » murmura Jessica. « Maman était heureuse. Elle aimait papa. »« Votre mère était heureuse, » la corriguai-je. Jusqu'à ce qu'elle découvre qui était vraiment Richard. Monsieur Thompson sortit une pile de documents. Margaret a installé des caméras de sécurité dans toute la maison il y a 2 ans. Des caméras dont Richard ignorait l'existence. Le visage de Richard devint blanc comme un linge. Elle a tout enregistré, Richard. Chaque fois que tu changeais ses médicaments. Chaque fois que tu bloquais mon numéro. Chaque fois que tu mentais sur l'endroit où j'étais ou sur la raison pour laquelle je ne pouvais pas lui rendre visite.
Et ce n'est pas tout, a poursuivi M. Thompson en sortant un autre document. Margaret a engagé non pas un, mais 3 enquêteurs différents pour vérifier votre passé, M. Morrison. Tyler tremblait maintenant de manière visible. Papa, qu'ont-ils trouvé? Ils ont découvert, ai-je dit lentement, que votre première femme, Linda Morrison, avait modifié son testament 2 semaines avant sa mort. Elle vous a tout légué, Richard, au lieu de le léguer à ses enfants issus d'un premier mariage. Ils ont découvert que Linda avait signé une procuration médicale vous donnant le contrôle total de ses décisions en matière de santé, 1 semaine seulement avant sa mort par overdose. Jessica a couvert sa bouche de ses mains. Papa. Et ils ont découvert, ai-je poursuivi sans relâche, que tu avais fait des recherches approfondies sur les interactions médicamenteuses mortelles sur son ordinateur 3 jours avant sa mort. Richard s'est levé à nouveau, les mains tremblant visiblement. Ça a été classé. Ça n'a jamais été prouvé. Il n'y a jamais eu d'accusation. Non, ai-je acquiescé. Parce que tu as été très prudent. Mais maman a été plus maligne. Monsieur Thompson a sorti une enveloppe scellée. Margaret a établi un calendrier complet comparant le comportement de Linda et le comportement identique que Richard adoptait avec elle. Les mêmes manipulations médicales. Le même isolement social. Les mêmes modifications de testament sous pression. La même procuration médicale. Mais cette fois, souris-je froidement, il y avait des preuves. Des enregistrements. Des documents médicaux. Des témoins. Richard tenta un dernier coup désespéré. Même si c'est vrai, Margaret est morte. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai... Ah, mais Richard, l'interrompit doucement M. Thompson, Margaret n'est pas morte de cause naturelle. Le silence dans la pièce était absolu. Quoi? Murmura Jessica. Votre mère est morte dans son sommeil, comme prévu, expliqua calmement M. Thompson. Elle a interrompu tous ses traitements contre le cancer il y a 3 mois, contre l'avis des médecins. Mais elle l'a fait sous stricte surveillance médicale, avec des témoins et une documentation complète. Elle a choisi quand et comment mourir, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement pour la première fois. Pour s'assurer que vous ne puissiez jamais être accusé d'avoir causé sa mort, mais aussi pour garantir que toutes les preuves de vos tentatives soient préservées. Richard s'est effondré sur sa chaise comme une poupée dégonflée. Et maintenant, a poursuivi M. Thompson, nous avons suffisamment de preuves pour ouvrir l'enquête sur la mort de Linda Morrison. Non seulement cela, ai-je ajouté, mais nous avons des preuves de tentative de meurtre avec préméditation contre ma mère. Les changements de médicaments non autorisés, les doses incorrectes, les interactions dangereuses que vous avez prescrites sans consulter de médecin. Tyler pleurait maintenant ouvertement. Papa, tu as vraiment essayé de tuer maman? Richard regarda ses enfants avec des yeux vides. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'avait pas de réponse. Et vous deux, dis-je en me tournant vers Jessica et Tyler, vous étiez complices. Vous avez aidé à isoler ma mère, vous avez dépensé de l'argent en sachant qu'il était destiné à son traitement médical, vous avez menti sur mes allées et venues. Nous ne savions pas, pleura Jessica. Vous ne saviez pas? Riais-je amèrement. Ou vous ne vouliez pas savoir? Combien de fois avez-vous dépensé l'argent que je vous avais spécifiquement envoyé pour des médicaments? Combien de fois avez-vous participé à des mensonges sur l'endroit où je me trouvais? Monsieur Thompson s'est éclairci la gorge. Kevin, voulez-vous que je lise la dernière lettre de votre mère? Oui, s'il vous plaît. Il a déplié une feuille manuscrite. À mon cher fils Kevin, si tu lis ces lignes, c'est que notre piège a fonctionné à la perfection. Piège? A murmuré Richard. J'ai fait semblant de croire Richard pendant les 18 derniers mois, continua M. Thompson, afin de disposer de suffisamment de temps pour rassembler toutes les preuves nécessaires. J'ai fait semblant d'être confus à cause des médicaments afin qu'il se sente suffisamment en confiance pour révéler ses véritables intentions. J'ai fait semblant de croire que tu ne tenais pas à moi pour qu'il baisse complètement sa garde. Kevin, j'ai toujours su que tu m'aimais. Chaque mensonge que Richard a raconté n'a fait que confirmer mes soupçons sur qui il était vraiment. Maintenant, avec toutes les preuves recueillies, ils devront faire face non seulement à des conséquences civiles, mais aussi pénales. La lettre se terminait ainsi. Richard, Jessica et Tyler, vous pensiez manipuler une femme malade et vulnérable. En réalité, vous avez été étudié, documenté et exposé par quelqu'un qui a survécu à un cancer du sein à 40 ans et qui a bâti un empire commercial à elle seule. Vous avez complètement sous-estimé la personne à qui vous aviez affaire. Richard s'était mis à sangloter. Et tandis qu'il comprenait enfin l'ampleur de sa défaite, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix totale. Ma mère avait orchestré la vengeance parfaite. Et maintenant,
Il était temps de regarder les dernières pièces se mettre en place. 3 mois plus tard, je me tenais debout dans le cimetière où reposait ma mère, mais cette fois, je n'étais pas seul. Le détective Marcus Shen, de la police de Nashville, venait de m'informer que Richard serait officiellement inculpé pour 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre avec préméditation. Les preuves que votre mère a rassemblées sont irréfutables, m'a-t-il dit en rangeant son bloc-notes. Je n'ai jamais vu une documentation aussi minutieuse. C'était vraiment une femme extraordinaire. C'était vrai. Maman avait transformé les 18 derniers mois de sa vie en une opération d'enquête qui aurait fait pâlir le FBI. Chaque conversation enregistrée, chaque changement médical documenté, chaque mensonge de Richard catalogué avec une précision chirurgicale. Les enregistrements ont été le point tournant du procès. Le jury a entendu Richard discuter des doses appropriées de médicaments qui n'avaient jamais été prescrits. Il l'a entendu donner des instructions à Jessica sur la manière de tenir Kevin occupé pendant les consultations médicales cruciales. Il a entendu Tyler rire lorsque Richard plaisantait sur le fait d'accélérer le processus naturel. « Votre honneur », avait déclaré le procureur lors de ses conclusions finales, « nous avons devant nous non seulement des preuves de tentative de meurtre, mais aussi le schéma systématique d'un prédateur en série qui choisissait des femmes vulnérables disposant d'un patrimoine important. » Jessica et Tyler ont d'abord tenté de plaider leur innocence totale, mais les preuves démontraient leur participation consciente. Jessica avait recherché les signes d'une overdose accidentelle sur son ordinateur 2 semaines avant la tentative finale d'empoisonnement. Tyler avait discuté de « quand maman mourra enfin » dans des SMS avec des amis, détaillant ses plans pour l'héritage. L'accord final a été dévastateur pour tous les deux. Jessica a dû rembourser 143 000 $ d'achats effectués avec l'argent destiné à mon traitement médical. Elle a également été accusée de complicité et condamnée à 2 ans de prison avec sursis, ainsi qu'à 500 heures de travaux d'intérêt général dans des hôpitaux spécialisés dans le cancer. Tyler a été condamné plus sévèrement en raison de ses dettes de jeux payés avec les fonds destinés à la chimiothérapie. 3 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 18 premiers mois. À sa libération, il devrait payer une restitution totale et participer à des programmes obligatoires de réadaptation pour les personnes dépendantes au jeu. Mais c'est Richard qui a subi les conséquences les plus sévères. L'enquête a officiellement rouvert le dossier de la mort de Linda Morrison, sa première femme. Les similitudes entre les 2 affaires étaient impossibles à ignorer. Même schéma d'isolement social, même modification médicale non autorisée, même procuration obtenue sous pression émotionnelle. Kevin, m'a expliqué le procureur avant le procès, votre beau-père était un prédateur en série sophistiqué. Il ne choisissait pas ses victimes au hasard. Il recherchait des femmes spécifiques, des veuves ou des femmes récemment divorcées, disposant d'un patrimoine important et ayant des enfants adultes vivant loin d'elle. Les preuves médico-légales réexaminées dans l'affaire Linda ont révélé des traces de médicaments qui n'avaient pas été prescrits, les mêmes médicaments que se trouvaient dans le sang de ma mère lors de ses derniers examens. Richard avait perfectionné sa technique au fil des ans. Le procès a duré 6 semaines et a été largement couvert par les médias locaux. Richard a tenté de plaider son innocence en engageant un avocat pénaliste de renom qui a fait valoir qu'il avait sincèrement aimé ses 2 épouses. Mais lorsque le jury a écouté les enregistrements secrets, lorsqu'il a vu les emails concernant les interactions médicamenteuses mortelles, lorsqu'il a pris connaissance des preuves minutieuses d'isolement systématique, le verdict a été unanime et rapide. Coupable de tentative de meurtre au 1er degré. Coupable de meurtre au 2e degré dans le cas de Linda Morrison. Coupable de fraude financière sur plusieurs chefs d'accusation. Coupable de violence psychologique envers une personne âgée. La sentence, 25 ans de prison à perpétuité pour la première affaire, plus 15 ans consécutifs pour la seconde. Sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 20 premières années. Lorsque le verdict a été lu, j'ai regardé Richard une dernière fois. L'homme arrogant et manipulateur était devenu une ombre pathétique. Ses cheveux étaient complètement blancs, ses épaules courbées sous le poids de la culpabilité enfin reconnue. Il a essayé de me parler lorsque les agents l'ont emmené. « Kevin » a-t-il crié par-dessus son épaule, ses menottes cliquetant, « ta mère était malade. Elle était confuse à cause des médicaments. Je ne lui aurais jamais fait de mal. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. La justice s'était exprimée à travers 12 citoyens qui avaient entendu tous les témoignages et étaient parvenus à la seule conclusion possible. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre en prison. Richard avait écrit 4 pages pour tenter de justifier ses actes, blâmant le système médical, les médecins qui ne comprenaient pas les besoins de ces femmes, et même ma mère pour ne pas lui avoir fait entièrement confiance. J'ai lu la première page et j'ai jeté le reste sans finir. Certaines personnes n'apprennent jamais. Elles n'acceptent jamais leurs responsabilités. Elles ne changent jamais.
Richard était l'une de ces personnes, un narcissique qui préférait littéralement mourir en prison plutôt que d'admettre qu'il avait causé des souffrances inutiles à des femmes qui lui avaient fait confiance. Mais d'autres personnes peuvent changer. Jessica, après avoir purgé sa peine, a trouvé un vrai travail pour la première fois de sa vie. Aide-soignante dans un centre de réadaptation pour personnes âgées. Elle m'a envoyé une lettre 6 mois plus tard, non pas pour demander pardon ou essayer de justifier ses actes, mais pour décrire comment le fait de s'occuper de patients vulnérables lui avait donné une perspective complètement nouvelle sur ce que nous avions fait à ma mère. Tyler a eu un parcours plus difficile. La prison a été particulièrement dure pour quelqu'un qui a grandi dans un milieu aussi privilégié. Mais à sa sortie, il s'est volontairement inscrit à un programme de réadaptation en 12 étapes pour les personnes dépendantes au jeu et a commencé à rembourser ses dettes en travaillant à 2 emplois. Ils m'ont tous deux envoyé des lettres d'excuses par la suite. Des lettres sincères, et non des tentatives manipulatrices pour réduire leur peine ou obtenir des faveurs. Des lettres qui reconnaissaient le mal qu'ils avaient causé et exprimaient un réel repentir. J'ai répondu aux deux. Le pardon ne signifie pas oublier, mais permettre aux gens de grandir au-delà de leurs pires moments. Cela signifie reconnaître que nous sommes tous capables à la fois d'un grand mal et d'un grand bien, selon les choix que nous faisons. Et moi, cette expérience m'a transformé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. J'ai vendu la maison principale où Richard avait vécu. Je ne pouvais pas imaginer créer des souvenirs heureux dans un endroit où il avait planifié la mort de ma mère. Mais j'ai gardé la maison au bord du lac où elle et moi avions l'habitude d'aller pêcher quand j'étais enfant, où nous parlions de la vie, de nos rêves et de l'avenir. Avec une partie de l'héritage, j'ai créé la fondation Margaret Morrison pour la protection des patients vulnérables. Nous nous concentrons spécifiquement sur l'aide aux familles confrontées au cancer, en leur apportant non seulement un soutien financier, mais aussi une assistance juridique pour protéger les patients contre les abus financiers ou la négligence médicale. Au cours des 2 premières années, la Fondation a aidé 63 familles à faire face à des situations similaires à la nôtre. Nous avons empêché au moins 12 cas d'abus financiers envers des personnes âgées et identifié 3 situations où des soignants mettaient potentiellement des patients en danger. Si vous suivez ce parcours vers la justice et la transformation jusqu'à présent, abonnez-vous à notre chaîne, car nous avons d'autres histoires comme celle-ci à partager. Des histoires de personnes ordinaires qui ont affronté des prédateurs et ont réussi non seulement à survivre, mais aussi à prospérer grâce à leur intelligence, leur courage et leur détermination inébranlables. Chaque mois, je me rends sur la tombe de ma mère et je lui raconte les progrès de la Fondation. Je lui parle des familles que nous aidons, des prédateurs que nous avons arrêtés, des vies qui ont été sauvées parce qu'elle a eu le courage de documenter sa propre situation impossible. Tu avais raison, maman, lui ai-je dit lors de ma dernière visite, en déposant des roses corail fraîchement cueillies dans le jardin qu'elle aimait tant. L'intelligence l'emporte toujours sur la manipulation. La patience l'emporte toujours sur la cupidité. Et l'amour véritable triomphe toujours du faux charme. Le vent soufflait dans les arbres, emportant avec lui le parfum des fleurs que je plante sur sa tombe chaque printemps. Pendant un instant, j'ai presque pu entendre son rire, le même rire qu'elle avait quand nous avions planifié chaque détail de son piège parfait. La leçon que ma mère m'a apprise n'était pas une leçon de vengeance ou de représailles. Elle concernait la protection, la documentation et la patience stratégique. Elle concernait le courage nécessaire pour affronter les prédateurs non seulement lorsqu'ils nous attaquent, mais avant qu'ils ne puissent faire du mal à d'autres personnes innocentes. Elle concernait la transformation d'une tragédie personnelle en un objectif collectif. Richard pensait qu'il chassait une proie facile, une femme malade et isolée, avec un fils éloigné qu'il pourrait facilement manipuler et éliminer. En réalité, il avait trouvé une stratège hors pair qui a transformé sa situation désespérée en un piège, si parfait qu'il ne s'en est rendu compte que lorsqu'il était trop tard. Aujourd'hui, alors que je tape ces mots dans mon bureau, un bureau situé dans un immeuble acheté avec l'argent que Richard pensait hériter, je peux affirmer avec certitude que ma mère a gagné sur tous les plans qui comptent. Richard mourra en prison, seul et oublié. Jessica et Tyler se construisent une vie meilleure fondée sur le travail honnête et la responsabilité personnelle. Et moi, j'ai transformé la douleur en détermination, la colère en action positive et la perte en un héritage durable. Le dernier rire a vraiment été le nôtre. Et il résonnera pendant des générations à travers chaque vie que la Fondation Margaret Morrison protégera, chaque prédateur que nous empêcherons d'agir, chaque famille que nous sauverons de ce que nous avons vécu. C'est ça, la vraie vengeance. Ne pas détruire son ennemi, mais construire quelque chose de si puissant et durable que sa méchanceté devient insignifiante comparée au bien que vous avez créé.